Philippe Michel, rebonsoir. Bonsoir. On commence avec l'actualité liée à la mine et cette décision prise lors du dernier CICS, le comité d'information, concertation et surveillance, autorisait Vale à exploiter la mine de Goro pour 25 ans, mais avec des prescriptions. Ah oui, tout à fait, avec un maximum de garanties prises par la province qui a la responsabilité d'encadrer et de surveiller l'exploitation minière et l'exploitation industrielle, pour se prémunir de tout impact à l'environnement, de tout accident. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai effectivement signé cet arrêté qui donne une autorisation d'exploitation minière pour 25 ans, mais qui est révisable, sur lequel on fait un point d'étape tous les 5 ans. C'est une ouverture d'horizon pour Vale ? Ah, c'est absolument majeur. Je rappelle que Vale, c'est près de 5000 emplois directs, indirects et induits. C'est 60 milliards de retombées annuelles pour la Calédonie en termes de salaire, de cotisation, de marché de sous-traitance. Et de son côté, naturellement, cette entreprise qui n'est pas épargnée par la crise des cours du nickel, elle a besoin de visibilité. Et c'est donc en combinant à la fois nos obligations de surveillance environnementale et ce souci de préserver l'activité économique qu'on a été amené à donner cette autorisation sur laquelle on travaille depuis plus d'1 an maintenant. Pourtant, peut-on être sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'autres impacts ? Non, je ne peux pas sérieusement affirmer que je suis sûr à 100% qu'il n'y aura pas d'autres accidents, mais nous mettons tout en œuvre pour prendre toutes les garanties possibles qu'effectivement aucun nouvel accident ne se reproduise. Et Raphaël Mapou disait à l'issue de ce CICS, pas satisfait sur le suivi, pas assez participatif. Eh ben, écoutez, j'enregistre les observations de Raphaël Mapou et des associations environnementales, parce que, pour être franc, effectivement, les associations nous pressent de plus encadrer et surveiller l'activité et surtout de plus les impliquer. Ces CICS sont précisément faits pour échanger sur ces sujets et pour nous permettre à nous, province, d'intégrer les demandes des populations et des associations environnementales. Et justement, Martine Korenna, il disait, et pour ne pas la citer, pas assez de résultats fiables sur les impacts environnementaux, c'est-à-dire pas assez d'études qui lui permettraient à ces associations environnementales de pouvoir connaître la situation réellement. Écoutez, je respecte le point de vue exprimé par Madame Corneille, mais moi j'ai la responsabilité de gérer à la fois la préservation de l'environnement et en même temps d'accompagner le développement économique, notamment au profit des populations du Sud et des Calédoniens en général. Voilà, donc c'est un équilibre difficile qu'il faut trouver entre ces deux extrêmes. Alors on parle justement des Calédoniens, on va dans le Nord avec l'usine KNS, l'usine du Nord. Votre réaction à vous par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire un plan social, des contrats locaux, plus d'une 50aine, qui vont s'arrêter. Qu'est-ce que vous dites à cela ? Ce que je dis, c'est qu'il en est, de mon point de vue en tout cas, de KNS comme de Vale ou comme de la SLN. Lorsqu'on a contribué au sauvetage de la SLN, on a conditionné ce sauvetage au maintien de tous les effectifs et de tous les emplois dans toute la mesure du possible à la SLN. Et pour nous, donc, la même règle doit s'appliquer à KNS. Pour l'instant, ce que je constate, c'est que la démonstration que tous ces licenciements sont absolument indispensables au maintien de l'activité et à la survie de l'entreprise, cette démonstration n'a pas été faite. Et donc, ce qu'on attend, c'est qu'effectivement, on entre plus dans le détail et qu'on vérifie que chacun de ces licenciements est absolument indispensable et qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, finalement, vous aussi, vous contestez pas, mais vous demandez à voir, en clair. Je demande à vérifier. Le droit de licenciement économique n'est pas un droit ouvert à tout le monde. Il est soumis à un certain nombre de règles. Les collectivités font vis-à-vis de tous les métallurgistes des efforts très significatifs pour maintenir l'activité et l'emploi. Et il est normal qu'en retour, on ait une transparence totale sur les conditions dans lesquelles cet emploi doit être préservé ou au contraire aménagé. On reste aussi dans le nickel avec la SLN et cette autorisation ICPE, la nouvelle centrale électrique pour 2021. Alors, il semblerait que c'est fini, le fuel exit, le charbon aussi, et ça sera le gaz. Apparemment, c'est ce qu'on a cru comprendre. Alors, écoutez, on attend la remise du rapport officiel des experts mandatés par le cabinet du Premier ministre dans la perspective du débat à l'Assemblée nationale sur l'octroi de la garantie de l'État au financement de la nouvelle centrale.
Bien sûr, c'est environ 60 milliards, hein, je crois. Tout à fait, c'est 60 milliards d'investissements et c'est surtout, et c'est aussi un gain sanitaire et environnemental considérable pour les Nouméens. C'est un élément essentiel de la survie de la SLN. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui n'était pas possible, centrale au gaz, il y a quelques années, est devenu possible et serait la solution retenue pour donc la réalisation de cette centrale. Mais elle va être plus propre, mais elle va être plus chère à l'entretien. Alors, est-ce qu'on fait une bonne affaire? Alors, elle est moins chère à l'investissement, 60 milliards environ au lieu d'une centaine de milliards pour une centrale à charbon. En revanche, elle est un peu plus chère au fonctionnement. Par contre, elle est infiniment plus propre qu'une centrale au charbon, même aux dernières normes. Donc globalement, je pense que les Calédoniens y sont largement gagnants et l'entreprise aussi. Et qui c'est qui a le final cut? Qui va décider, in fine? Alors écoutez, la prochaine étape, c'est le débat à l'Assemblée nationale sur la garantie de l'État au projet, mais on peut penser que si on franchit cette étape-là, le projet sera vraiment sur de très bons rails et l'objectif, c'est d'avoir cette centrale en service à échéance de 2021. Et c'est ici, au plan local, qui va avoir le dernier mot? Alors, ce sont les collectivités et les partenaires supposés, hein, je pense notamment à Enercal et quelques autres, hein, qui vont faire partie du tour de table pour... La commune a quelque chose à voir? La commune n'est pas appelée à être investisseur, mais bien sûr, la commune, au même titre que la province ou d'autres, aura à assumer ses responsabilités et à s'exprimer sur le sujet. On reste toujours dans la mine, on va finir avec Aqualagon et MKM. Aqualagon ne peut pas élever ses picots, MKM ne veut pas déménager en baie de Ngo. Qu'est-ce qui se passe là? Comment vous voyez ça, vous? Moi, je vois surtout que le tribunal a tranché. Et qu'en tant que collectivité, comme n'importe quel citoyen d'ailleurs, tout le monde se doit de respecter les décisions de justice. Donc le tribunal a décidé que MKM devait déménager à peine d'astreinte. Et donc moi, Province Sud, je suis là pour appliquer les décisions de justice. Au demeurant, MKM connaît parfaitement la situation et ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille sur ce déménagement qui réglerait les problèmes de tout le monde. Il est prévu pour la fin de l'année. Ce que je souhaite, c'est qu'il soit effectif en fin d'année. Donc force à la loi, vous nous dites ce soir. Oui, tout à fait. L'agriculture, Philippe Michel, on sait qu'on ne produit que 15% de ce qu'on consomme en Calédonie. L'âge des agriculteurs est très avancé. Les salaires sont pas très attractifs. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce qu'on a quand même un pays avec un passé agricole. Vous savez, il y a un débat aujourd'hui sur la souveraineté politique du pays, c'est-à-dire son accession à l'indépendance. Bon, c'est un projet auquel nous ne sommes pas favorables, mais je crois par contre qu'il y a d'autres souverainetés qui sont utiles. Et en particulier, la souveraineté liée à la capacité à nourrir ses propres populations, parce que c'est véritablement un enjeu stratégique. Donc c'est un enjeu stratégique pour pouvoir nourrir ses populations, puis c'est un enjeu stratégique en termes d'aménagement du territoire. Tous les Calédoniens ne peuvent pas vivre en ville à Nouméa, et si on veut que la brousse ne soit pas un désert, il faut que les gens qui y vivent puissent vivre dignement de leur travail et gagner correctement leur vie. C'est tout l'enjeu de la politique provinciale agricole qu'on a initiée depuis maintenant 2 ans et qui commence à se mettre en œuvre de manière très concrète, puisqu'à l'avant-dernière Assemblée de province, on a voté le dispositif d'accompagnement financier de cette stratégie. C'est-à-dire les baux ruraux, c'est ça dont vous nous parlez? Alors il y a 2 leviers qui aujourd'hui sont d'ores et déjà activés. Le premier, c'est le levier de maîtrise du foncier au travers des baux ruraux. On peut louer sa terre. C'est ça, et il est infiniment préférable de louer sa terre plutôt que de l'acheter, sinon on ne peut pas amortir sur l'exploitation un achat de foncier. Et puis l'autre levier, c'est l'accompagnement financier par la puissance publique des investissements qui sont nécessaires à augmenter cette production. C'est ce que vient d'adopter la province sud. Et ça va faire monter, on va dire, la production agricole et baisser, on va dire, les importations et qui fera baisser les prix, enfin voilà. C'est exactement ça. Il s'agit de substituer de la valeur locale à de l'importation. Il s'agit de substituer de la valeur locale ajoutée sur des produits que de toute façon les Calédoniens sont obligés de consommer. Donc derrière, c'est de la création d'emplois, c'est de l'aménagement du territoire, c'est du développement économique. Alors la création d'emplois, il y a le plan Pulse qui a été voté vendredi par les élus. Est-ce qu'il est assez ambitieux ce plan pour impulser justement de l'emploi ou parce que vos détracteurs disent le contraire? Oui, tout à fait. Non, mais ce plan, en réalité, il s'inscrit d'abord dans une séquence et une stratégie de traitement de la crise. La première étape de cette stratégie, ça a été de régler la question des exportations de minerais et de mobiliser le fonds de nickel au soutien des entreprises impactées par la crise métallurgique.
Le deuxième axe de cette stratégie, ça a été de sauver la SLN, sujet absolument fondamental dans la gestion de la crise. Et le troisième axe aujourd'hui, au travers du plan Pulse, c'est de se concentrer sur les autres secteurs d'activité qui sont impactés par la crise, et singulièrement le secteur du BTP, ou les sous-traitants des industries métallurgiques et minières, mais de deuxième ou troisième rang. Et donc c'est ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les 3 provinces, de concert, ont décidé de faire en mobilisant au total une enveloppe de l'ordre de 3 milliards CFP qui a vocation à servir à accompagner les entreprises et les salariés jusqu'au 31 décembre 2017. Ensuite, il y aura un 4e axe stratégique à ce traitement de la crise qui sera la mise en route des grands chantiers. On vient de parler à l'instant de la centrale SLN. Il y a beaucoup d'autres projets, mais voilà, le temps de sortir ces grands chantiers qui pourraient servir de relais pour l'économie locale, il s'agit de venir au soutien des secteurs impactés par la crise. Mais les Républicains pointent du doigt les fameux PEPIC, le programme provincial d'insertion citoyenne, notamment en disant que vous allez soutenir le chômage, en gros, au lieu de créer de l'emploi, ce qu'ils attendent. Mais les PEPIC sont des emplois, Alexandre... privés. Sont des emplois comme les autres, c'est-à-dire privés, avec des fonds qui seront financés avec des fonds publics. Oui, mais il y a des familles dans lesquelles il n'y avait qu'un seul salaire qui a été perdu ou qui risque d'être perdu à cause de l'impact de la crise. Et pour ces familles-là, à très faible revenu, dans laquelle il n'y avait qu'un salaire, il faut avoir une palette de dispositifs qui permettent d'intervenir d'urgence là où c'est nécessaire. C'est précisément la vocation donc de ce plan PEPIC. Mais le plan de soutien à l'emploi, c'est naturellement pas que les plans PEPIC, c'est surtout des crédits pour maintenir les effectifs salariés dans les entreprises, pour susciter la création d'emplois et de nouveaux emplois dans d'autres entreprises. Pour autant, il faudra contrôler peut-être davantage ce dispositif, avec plus de transparence. C'est ce qui a été demandé aussi, semble-t-il. C'est ce qui a été demandé et c'est ce à quoi je me suis engagé, puisque c'est bien entendu les services du guichet unique qui traiteront l'ensemble de ces cas, et j'en rendrai compte à chaque assemblée de province, à tous les groupes politiques. On arrive presque à la fin de l'émission. La délinquance est vraiment l'épine dans le pied de ce pays. On a vu encore des forces de l'ordre se faire agresser, des cambriolages qui n'arrêtent pas, les vols de voitures en hausse, on les voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous dites à tout ça? Il y a même ce débat sur le centre éducatif fermé qui a enflammé le Congrès. Qu'est-ce que vous dites à tout ça? Je dis que la délinquance en Calédonie, elle a 2 caractéristiques particulières. 1, c'est le poids de la délinquance des mineurs, et 2, c'est le poids de l'alcool dans les faits de délinquance. C'est ce qui a conduit la province sud à prendre un certain nombre d'initiatives ces derniers mois en créant un centre d'accueil des mineurs condamnés à des travaux d'intérêt général, ou à intervenir pour réglementer notamment la vente d'alcool à distance, qui n'était rien d'autre qu'une façon de contourner en réalité la loi. Mais pour autant, c'est pas avec des initiatives comme celle-là, si intéressantes soient-elles, qu'on réglera la totalité du problème qui empoisonne aujourd'hui la vie des Calédoniens. Oui, répressif, préventif, on voit bien que c'est le système a ses limites, quoi. Oui, moi je crois qu'il faut effectivement que toutes les collectivités, toutes ensemble, se saisissent du problème et débattent. C'est exactement ce qu'on est en train de faire au travers du débat sur la création d'un centre éducatif fermé, qui nous manque aujourd'hui dans la panoplie de traitement de la délinquance. Dont les indépendantistes ne veulent pas. Dont certains indépendantistes ne veulent pas, mais pour autant, il faut ouvrir ce débat pour qu'on voit en quoi ce centre nous serait utile et comment il doit être adapté. Je crois qu'il y a un autre débat également qu'il faut absolument ouvrir, c'est celui de l'interdiction ou pas de consommation de l'alcool sur la voie publique et dans les lieux publics. Parce que quand on voit le poids de l'alcool dans les faits de délinquance, on s'épargnerait beaucoup de problèmes si on avait une position un peu plus claire et un peu plus courageuse sur le sujet.